Bonjour à toutes et tous, je suis le professeur Lançon. Je vais aujourd'hui vous exposer les principes généraux du traitement dans les états de dépendance. L'objectif de cet enseignement est de comprendre la démarche de soins en addictologie et donc de comprendre ce qui est nécessaire de mettre en place pour aider les gens dans ces difficultés. En introduction, il est très important de souligner le point suivant. L'objectif principal et immédiat de la prise en charge des problèmes addictifs, quels qu'ils soient, n'est pas le sevrage. Le sevrage devant venir à un moment ou à un autre, mais en tout cas pas au début de la prise en charge. Les soins en addictologie visent trois choses principales. La première d'entre elles, réduire les risques et les dommages liés aux conduites addictives. La deuxième, prendre en charge éventuellement un état de dépendance, s'il existe. Et dernière chose, qui est très importante, évaluer et prendre en charge les complications des conduites addictives. Ces complications, elles sont somatiques, psychiatriques ou sociales. Et donc, nous devons travailler sur les différentes dimensions médico-bio-psychosociales des patients. Pour bâtir la réflexion sur la prise en charge des conduites addictives, il est important de connaître quelques éléments de conduite naturelle et d'évolution naturelle des addictions, en sachant que nos interventions ne doivent pas aller à l'encontre de l'évolution naturelle ou les aggraver. L'histoire naturelle des addictions et des conduites addictives permet d'abord de souligner que beaucoup de personnes qui sont confrontées à ces conduites s'en sortent toutes seules, sans avoir recours au système de soins, sans avoir recours à une aide extérieure. Quand ces personnes s'en sortent, seules, malheureusement pour elles, dans un certain nombre de situations, elles risquent des complications ou des dommages pour la personne. L'exemple le plus typique, c'est le décès par overdose ou les complications hépatiques chez l'alcoolodépendant. Cette donnée est très importante puisque nous devons d'abord éviter les complications et les dommages des personnes en pensant que potentiellement elles peuvent s'en sortir seules. Deuxième élément de l'histoire naturelle des dépendances, les dépendances sont en général multiples. Un patient alcoolodépendant est très rarement alcoolodépendant seul et présente souvent une alcoolodépendance associée à un problème avec du tabac. Les gens qui sont dépendants au cannabis sont aussi parfois dépendants au tabac et à l'alcool. Et donc la question qui se pose à nous et à la personne, c'est quelle est la dépendance ou la situation la plus dommageable pour la santé, et donc par laquelle commencer et sur quoi allons-nous orienter notre stratégie de traitement. Très important ici de faire très attention au fait que lorsqu'une dépendance s'arrête, lorsqu'on essaye de la prendre en charge, le plus souvent une autre viendra la remplacer, et donc nous devons mesurer avec la personne le bénéfice-risque de changer d'une dépendance par une autre. Je m'explique. Lorsque vous êtes dépendant au tabac et que vous arrêtez, assez souvent apparaissent deux autres types de dépendance, soit les troubles des conduites alimentaires, qui conduisent au fait que vous allez prendre du poids, soit une addiction au sport, qui fait que tous les jours, vous allez vous acheter de quoi courir longtemps pour vous dépenser. Est-ce que les addictions qui sont apparues secondairement sont moins nocives pour la santé, plus faciles à gérer pour la personne? Ceci est la question centrale des stratégies et des conduites de soins en addictologie. Dernier élément important, et là c'est des éléments qui doivent nous permettre de comprendre et d'anticiper le programme de soins et l'aide que nous pouvons apporter aux personnes, c'est la définition d'état de gravité des états de dépendance. À quoi sert cette définition? Elle nous sert à anticiper le fait qu'il sera beaucoup plus difficile de sortir de cet état de dépendance, le traitement devra être beaucoup plus progressif et parfois les complications surviendront. Et nous ne devons pas être surpris que face à ces états de gravité, nous devions travailler de façon plus longue, plus progressive et plus soutenue. Alors quels sont ces éléments de gravité? On les connaît. Le premier d'entre eux, c'est un début très précoce des conduites addictives et en général avant la puberté.
Dans les conduites addictives qui ont recours à des injections, c'est le passage rapide entre, par exemple, la voie sniff d'inhalation nasale à la voie injectable, très rapide. Troisième élément, c'est l'importance des comorbidités, qu'elles soient somatiques ou psychiatriques. Plus vous avez de comorbidités, comme en médecine, plus la prise en charge sera complexe et parfois difficile. Quatrième élément, la multiplicité, leur nombre des handicaps lorsque vous rencontrez la personne, les handicaps justifiant des prises en charge spécifiques et autonomes. Cinquième élément, la faiblesse du support social et affectif. Ça, c'est un élément qui est identique à toutes les pathologies chroniques. Et enfin, dernier élément qui signe l'importance de l'état de dépendance et l'importance des dysrégulations biologiques, c'est l'importance du craving et du urge. J'explique. Le craving, c'est les ruminations centrées sur la conduite addictive. J'ai envie de fumer, je me fumerais bien une cigarette, je boirais bien un verre de bière. C'est un élément qui est tout le temps présent dans la conduite addictive. Leur importance, c'est-à-dire la fréquence, l'intensité avec laquelle se manifeste ce craving est un signe de gravité. Et élément majeur, c'est entre ce craving et le passage à l'acte, ce qu'on appelle urge. Est-ce que je suis capable de contrôler? Est-ce que quand j'ai envie comme ça de fumer des cigarettes, je me rue sur le paquet? Est-ce que je fume tout le paquet de cigarettes? Ces éléments de contexte de la conduite addictive sont en soi un élément de gravité au sens de l'état de dépendance sera plus difficile à contrôler. Donc, une fois qu'on a en tête ces principes généraux et cette histoire naturelle, comment on travaille? Alors, on travaille dans un schéma assez simple qui isole d'abord un premier temps. Ce premier temps vise à stabiliser les conduites de dépendance. Je prendrai tout à l'heure l'exemple des traitements de substitution pour expliquer comment on peut travailler. Cette stabilisation va permettre deux choses. D'une part, favoriser la prévention des risques et des dommages, et aussi la promotion de la santé, et d'autre part, de travailler sur les mécanismes de rechute. Les moyens thérapeutiques en addictologie sont multiples. Le moyen le plus élémentaire et basique, c'est ce qu'on appelle l'entrevue motivationnelle, puis ensuite des psychothérapies, des traitements pharmacologiques et bien évidemment le soutien psychosocial. Tout ça vous sera expliqué dans les différentes cours sur les addictions. Je vais souligner deux points. La question de l'entretien motivationnel qui est, à mon sens, le basique de la relation et des modalités relationnelles en addictologie. Là encore, vous aurez un cours spécifique là-dessus. Je vous donne quelques éléments d'introduction et pour comprendre l'intérêt et l'importance de l'entrevue motivationnelle. Premier élément, changer est quelque chose de difficile et notre attitude en tant que thérapeute ou soignant, c'est d'aider et d'être facilitateur du changement de la personne. Plusieurs théories, la plus importante actuellement est celle développée par Prochaska et Di Clemente qui montre ici, vous le reverrez d'ailleurs, que changer un comportement qui pose problème peut se décomposer en différents stades, chaque stade ayant des actions et des besoins spécifiques et qu'il est parfois très difficile et parfois long de sortir totalement de cette spirale. Dernier élément à prendre en compte dans les processus de changement, les personnes changent pour un certain nombre de raisons et c'est assez bien connu en psychologie. Elles changent d'abord parce qu'elles veulent. Elles changent aussi parce qu'elles ont de bonnes raisons de le faire. Je vais m'arrêter de fumer des cigarettes et passer à la cigarette électronique parce que ça m'économisera 200 € par mois. C'est un très bon levier pour le changement des conduites. Troisième élément, parce qu'elles ont confiance dans leur capacité de le faire. Ça veut dire qu'elles pensent que ce qu'elles ont décidé va avoir une chance rapide d'être réalisé. Je peux toujours avoir envie de m'arrêter et puis demain matin de recommencer. Quatrième élément, parce qu'elles sont en interaction avec des personnes, des soignants, qui leur donnent envie de le faire, ça veut dire qui aident et accompagnent ces processus de changement. Cinquième élément, parce qu'elles se sentent reconnues dans leurs compétences. Si vous voyez une personne addicte comme un toxico, un alcoolo, il est fort probable que vous ne l'aidiez pas à être reconnu en tant que personne, mais plutôt en tant que handicapé. Les personnes changent parce qu'elles ont des attentes qui leur sont appropriées, qui correspondent à leurs besoins immédiats. On change parce que rapidement j'en verrai des résultats et donc on change parce que je vais rapidement réussir à faire ce que j'entreprends. Je peux très bien décider des tas de choses dans ce qui va se passer dans 5 ans. Ce qui va conduire le changement, c'est ce qui va changer ici et maintenant et que je vais réussir.
Voilà les quelques grandes données qui vous sont reprises dans les processus de changement et l'entrevue motivationnelle. Alors, deuxième élément qui permet de comprendre la question de la gestion des états de dépendance, c'est la question des médicaments, qui ne résume absolument pas l'ensemble des données et de la prise en charge, mais j'ai souhaité à titre illustratif de prendre la question de la méthadone pour expliquer de façon un peu schématique les différentes phases de traitement et leurs objectifs. Alors, les médicaments dans les addictions, ils peuvent être employés à un tas de moments et dans différentes situations avec différents objectifs. Il y a 4 objectifs principaux de ces traitements. D'abord, limiter les risques et les dommages. C'est l'exemple de la cigarette électronique par rapport, ou du patch par rapport au fait de fumer du tabac. Deuxièmement, permettre la stabilisation du vécu et de l'état émotionnel des gens. Donc ça, on va en dire 2 mots ensuite. Troisièmement, traiter l'état de dépendance. Il y a des traitements qui traitent pharmacologiquement l'état de dépendance. Et enfin, traiter ce qui est très fréquemment associé, les comorbidités psychiatriques. Il y a parfois des médicaments qui agissent sur les 4 dimensions et d'autres qui n'agissent que sur une seule. Alors, prenons l'exemple du traitement par méthadone. Dans le traitement par méthadone, d'un point de vue théorique et pratique, on distingue 3 phases de traitement: l'initiation, la maintenance et puis enfin l'arrêt ou la stabilisation. L'objectif de la phase d'initiation est de permettre à la personne confrontée à la conduite addictive de passer d'un univers que vous voyez ici, dans lequel vous allez passer d'état de manque qui est en rouge à l'état d'euphorie ou d'excitation en jaune, plusieurs fois par jour, dans des espaces-temps très courts, à un état dans lequel vous allez pouvoir régler votre vécu émotionnel sans atteindre une euphorie exagérée et sans surtout éprouver des situations de manque. C'est le passage de cet état psychologique et émotionnel anarchique qui signe l'état de dépendance à un état plus modulé qui va signer la capacité de gestion et donc la sortie progressive de l'état de dépendance. L'objectif principal de la phase d'initiation, dans le cadre du traitement par méthadone et pour les usagers d'héroïne, c'est sortir de l'usage de l'héroïne et de son univers addictif. Cet objectif sera atteint lorsque toutes les manifestations de sevrage, à la fois psychiques et physiques, vont disparaître, lorsque ces manifestations disparaîtront tout au long de la journée sur 24 heures. Deuxième élément, il y a un élément très utile en clinique pour comprendre que l'on atteint l'objectif. Si je me refais une injection d'héroïne et que mon traitement de méthadone est équilibré, je ne sentirai aucun effet pharmacologique de cette injection. Comment évaluer les manifestations de sevrage? C'est un élément très important et central. On distingue 2 dimensions qui sont intriquées mais qui doivent être, à mon sens, différenciés. D'abord, les signes physiques de sevrage, qui sont présents dans de nombreuses addictions, mais pas toutes. Ce sont les premiers signes qui vont disparaître. Ce sont ceux le plus souvent repérés par les usagers et ceux aussi sur lesquels les médecins sont le plus formés. Pour contrôler la conduite addictive, il faut aussi contrôler ensuite, dans un second temps, les signes psychiques qui se traduisent par une dysphorie, des difficultés de sommeil, du craving, donc toutes des manifestations subjectives et le contrôle, la disparition de ces manifestations subjectives pourront parfois dépasser la phase d'initiation et être pris en compte lors de la phase de maintenance. On peut, pour évaluer ces manifestations de sevrage, utiliser des instruments standardisés comme l'échelle qui vous est présentée ici, qui comporte une partie d'évaluation par le patient et d'évaluation par le médecin. C'est un très bon instrument pour médiatiser la relation et pour discuter sur ces manifestations de sevrage. Et pour être assez simpliste, l'objectif de la phase initiale est atteint lorsque, pour le patient, l'ensemble des manifestations dans le score patient est égal à 0. 2-3 mots assez généraux. C'est toujours la même question avec les médicaments. Quelle est la bonne dose, la bonne posologie? Dans le cadre des traitements de substitution et des états de dépendance, les choses sont très très simples. Le traitement doit être bien évidemment individualisé. La dose sera adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit permettre de faire disparaître et les signes physiques et les signes psychiques sur l'ensemble de la nictémère. La dose qui convient est celle qui permet de faire disparaître les signes physiques et psychiques sur les 24 heures.
ce qui est représenté ici. La dose est suffisante à partir du moment où vous aurez contrôlé et que le patient sera capable de gérer sur toute la journée l'ensemble des manifestations de sevrage et n'éprouvera plus aucune manifestation. Dernière diapositive sur les doses, on voit bien que plus les posologies de méthadone seront augmentées, moins le recours à l'injection d'héroïne sera fréquent. Élément donc important, on a aussi la capacité, en fonction des injections, de prendre des décisions sur l'augmentation des posologies de traitement de substitution. Comme pour tout traitement pharmacologique, et ça vous sera réexpliqué, prescrire un traitement pharmacologique oblige d'avoir un certain nombre de connaissances et de la pharmacologie et de la prescription. Ces éléments vont vous permettre d'adapter les posologies avec des facteurs qui seront déterminants liés à la pharmacodynamique et la pharmacocinétique. Et puis il y a des facteurs qui seront influençants comme le poids des patients. Plus vous êtes gros, plus vous aurez besoin par exemple de doses importantes de méthadone. Plus vous avez de comorbidité psychiatrique, plus vous risquez d'avoir besoin de doses importantes. Il y a des facteurs génétiques de métabolisme, les métaboliseurs rapides, ultra rapides, normaux métaboliseurs ou longs, ça vous sera expliqué. L'interaction avec l'alcool, comme avec tout traitement de psychotropes. Et enfin, le niveau de dépendance avec les signes de gravité que je vous ai donnés en introduction. Donc on a déjà un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'anticiper les posologies qu'on va atteindre et de ne pas être étonné dans le fait de devoir varier, augmenter, fractionner les doses. Dernier élément, qui est assez spécifique au traitement aux opiacés, mais qui existe avec d'autres traitements pour traiter les états de dépendance. Ces médicaments qui traitent les états de dépendance, souvent, elles ont une action puissante et stabilisatrice sur l'anxiété, donc un effet anxiolytique, un effet antidépresseur et un effet antipsychotique, ce qui veut dire qu'en cas de comorbidité psychiatrique, lorsqu'on conduit correctement un traitement des états de dépendance, il n'est pas toujours nécessaire, et en tout cas pas obligatoire, de coprescrire ou d'avoir des attitudes thérapeutiques centrées sur les pathologies psychiatriques. Après cette phase d'initiation, se pose la question de la phase de maintenance. Quelle est cette phase de maintenance et quels sont ses objectifs? La phase de maintenance, elle débute, comme vous l'avez compris, à partir du moment où l'usage d'héroïne est contrôlé et où il n'y a plus de manifestation de sevrage sur 24 heures. Cette phase de maintenance, elle va durer un temps qui sera plus ou moins long suivant la gravité ou les signes de gravité recueillis de l'état de dépendance. Et cette phase de maintenance visera essentiellement d'abord à travailler sur la question des rechutes, puisque les rechutes font partie de l'évolution naturelle et presque obligatoire des conduites de dépendance et des conduites addictives. Cette phase de maintenance va permettre donc de travailler sur les rechutes, leurs conditions de rechute, leur prévention. Elle va permettre de travailler sur le maintien et la promotion de la santé sur l'ensemble des aspects de la question de la santé, et puis bien évidemment de prendre en charge les complications et les handicaps éventuels. Au cours de cette phase de maintenance, théoriquement, il n'y a aucune justification de modifier les posologies de traitement de substitution. Pourtant, et ça c'est tout à fait humain, tout au long de cette phase, il sera en permanence question de « et pourquoi docteur je diminue pas la posologie? Mon traitement n'est-il pas trop puissant? Maintenant que je vais mieux, ne serait-il pas nécessaire de le diminuer ?» Et là, comme dans toutes les disciplines médicales et toute pratique médicale, il faudra se poser la question du bénéfice-risque, de pourquoi je continue à cette posologie-là, qu'est-ce que je risque à diminuer et qu'est-ce que je fais si je diminue et qu'il y a des complications qui apparaissent. Ce qui permet de discuter tout au cours de la phase de maintenance de la question de l'arrêt, troisième phase d'arrêt. C'est un désir tout à fait normal des personnes d'arrêter les traitements. Il y a très peu de gens qui ont envie de rester pendant longtemps sous des traitements. Il faut anticiper ce désir, il faut le comprendre et l'accompagner. Bien souvent, il faudra admettre que les patients souhaitent arrêter le traitement et donc les accompagner dans cette démarche, tout en ayant prévu un plan de gestion de l'éventuelle rechute. Il est mieux, si on décide d'arrêter, de le faire de façon progressive, en intensifiant le suivi et les évaluations. Dernier élément à savoir sur cette question de phase d'arrêt, en général dans les conduites de dépendance. Alors, environ 30% des personnes dépendantes ne pourront jamais se passer d'un traitement de substitution et devront le continuer toute leur vie. Donc, c'est un élément important à savoir.
et les risques d'un traitement continu d'un état de dépendance sont en général plus faibles qu'un sevrage brutal. Voilà les principaux éléments que vous devez retenir sur la prise en charge des états de dépendance. Je vous ai donné 2 références qui vous permettront de travailler ce sujet et les questions seront principalement évoquées lors des cours sur les différentes addictions et leur prise en charge. Je vous remercie de votre attention.